Je dirais que mon intérêt pour l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ces produits, il est vraiment né de l'échange. Depuis là, les 2 dernières années, on est passé dans une nouvelle phase. On a essayé beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut faire une première pause, un premier bilan, essayer d'aller aussi vers plus de normalisation, plus de transparence. Donc, ce que j'espère, c'est que ça va conduire à faire mieux et avec toujours plus d'exigences. Donc les entreprises dans lesquelles on investit, elles peuvent perdre de l'argent si elles gèrent mal leur impact sur l'environnement, la société ou leur gouvernance. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'IF. Ce podcast a pour objectif de créer un espace de discussion pour les professionnels de la RSE afin d'échanger des perspectives, des idées et des expériences pour tous ceux qui travaillent dans l'ESG ou s'y intéressent de près. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Mila, qui est Head of Sustainable Finance des départements Market et Barclays Europe chez Barclays. Elle est une experte reconnue de la finance et des investissements durables. Elle a fait carrière à la Société Générale avant de rejoindre Barclays et s'occupe aujourd'hui de tous les projets très ambitieux pour la finance durable chez Barclays Europe. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de venir nous voir. On pourrait commencer par votre parcours. Comment vous êtes-vous dirigé vers une carrière ESG ? Qu'est-ce qui vous a emmené ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Très bonne question. Alors je dois dire que c'était pas un plan de carrière défini à l'avance. Ça a été le hasard heureux de différentes étapes dans ma carrière. Et la première étape, en fait, ça a été de me diriger vers le monde de l'investissement et de la banque. Donc, vous l'avez dit, j'ai commencé chez Société Générale. Et j'ai occupé pendant 10 ans différents postes au sein des activités de marché. C'était à Paris et à New York. C'était toujours des postes qui accompagnaient les équipes pour créer des produits d'investissement plutôt sur mesure pour des clients comme des compagnies d'assurance, des fonds de pension ou encore des banques privées ou des banques de détail. Je dirais que mon intérêt pour l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ces produits, il est vraiment né de l'échange. De l'échange avec des équipes, Société Générale, et puis à l'extérieur, des partenaires, des clients. Donc, dans les équipes Société Générale, c'est en particulier les équipes qui faisaient de la recherche ESG, pour environnement, social, gouvernance, qui avait commencé dès 2006, alors que là, le moment dont je parle, c'est plutôt 10 ans plus tard, c'est en 2016. Donc, échange avec les équipes de recherche, échange avec nos clients, bien sûr. Donc, j'ai parlé de différentes catégories de clients, mais je dirais que c'était en particulier les sociétés de gestion, dont je pense, en fait, elles ont vraiment été pionnières dans l'intégration de l'ESG, parce qu'elles ont vu assez tôt, en fait, que c'était des critères importants pour une bonne gestion. Finalement, au-delà d'une responsabilité sociétale, mais une bonne gestion de l'argent qui leur était confié. Donc l'échange avec les clients, en particulier les sociétés de gestion. C'est surtout quelque chose qui s'inscrit dans le long terme, j'imagine. Alors en plus, et donc là, c'est vrai que c'est très juste. Dans les clients, ceux qui en parlaient le plus et le plus tôt, c'était des investisseurs de long terme. Donc les sociétés de gestion qui étaient au service de, par exemple, compagnies d'assurance ou de fonds de pension. Enfin, effectivement, l'horizon temps, c'est un point crucial en fait sur ces sujets. C'est central chez la finance et c'est central dans la durabilité. Absolument. C'est très très juste. Et je pense que c'est toujours très important d'ailleurs de replacer les échanges financiers en général, mais sur l'ESG en particulier dans l'horizon de temps dont on parle. Et puis aussi sur l'échange, je parlais de partenaires externes. Vous connaissez sûrement les agences de notation ou d'évaluation ou de données ESG, ça dépend comment on les appelle. Donc, vraiment, pour moi, ça a été l'échange. Et je pense que ce qui m'a passionnée, c'était de découvrir la richesse de ces thématiques, le nombre de sujets, le plaisir de l'échange avec les experts, en fait, que je pouvais rencontrer, parce qu'il y a chaque jour, il y a un nouveau sujet, il y a un nouvel expert que je pouvais rencontrer.
Et puis, ça, c'est peut-être, j'aime bien relever les défis. Et c'est vrai que là, je sentais bien qu'il y avait un très grand défi à relever pour intégrer ces sujets dans le monde, encore plus, quoi, dans le monde de l'investissement. Et que ça pouvait être une occasion de renforcer le lien entre le métier que je faisais et peut-être le monde réel, l'économie réelle. Et alors justement, ces défis, c'est quoi les principaux défis pour des entreprises qui veulent mettre en place une stratégie ESG? Alors, je dirais qu'il y a le premier défi, j'ai un tout petit peu abordé le rôle des agences de notation et de collecte de données. Le premier défi, c'est quand même celui de la donnée. Voilà, c'est de savoir faire le bilan, et je crois que c'est d'ailleurs un sujet sur lequel vous les aidez, de voir où elles en sont et quelles sont les données qu'elles vont pouvoir mesurer pour mesurer leur progrès. Ensuite, il y a un défi aussi lié à l'horizon de temps. Enfin, encore une fois, je fais le lien avec ce qu'on disait. Et c'est de réussir à trouver des objectifs ESG pertinents, crédibles, ancrés dans la donnée, mais qui également vont pouvoir être atteints dans des horizons de temps raisonnables en fonction de leurs autres objectifs. Donc, je dirais que c'est le deuxième objectif. Et le troisième défi, pardon. Et le troisième défi pour les entreprises, c'est aussi, mais un défi général sur ces sujets, celui de la formation, on va dire, sensibiliser ou former au-delà des équipes spécialistes de ces sujets en interne. En fait, le succès, c'est d'embarquer tout le monde, et ça passe par vraiment un gros travail de communication, de formation, et notamment des dirigeants, je crois. Oui, donc mesurer, se mettre des objectifs et embarquer tout le monde et en faire une affaire collective, quoi. Pas quelque chose d'individuel, pas quelque chose qui s'apporte à une seule équipe, mais quelque chose qui concerne toute l'entreprise. Exactement. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans la finance durable ? Donc, je disais à peu près 2016. Quoi. 2016, voilà, donc les 8 ans. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution en 8 ans sur ces sujets-là ? Ça a beaucoup changé, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a eu quand même un certain engouement, et avec un pic que je mettrais autour de 2021-2022 où tout le monde s'intéressait au sujet. Et je dirais que depuis les 2 dernières années, on est passé dans une nouvelle phase que je trouve intéressante et je pense qu'il peut être vertueuse, où il y a un peu aussi un bilan, la volonté de dire, voilà, on a essayé beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut faire une première pause, un premier bilan, essayer d'aller aussi vers plus de normalisation, plus de transparence. Donc, ce que j'espère, c'est que ça va conduire à faire mieux et avec toujours plus d'exigences, bien sûr, et pas à faire une pause durable. Donc, mais je trouve que c'est assez sain d'avoir cette phase de bilan et d'amélioration. Donc, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure sur les défis, c'est comme si... nous, en tant qu'économie, en tant que société, on était à la partie 1 que vous avez donnée tout à l'heure, mesurer, et maintenant on se fixe des objectifs, et il n'y aura plus qu'à les faire en embarquant tout le monde. Voilà, il y a d'ailleurs des entreprises, beaucoup, qui sont déjà fixées des objectifs, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une phase intéressante où il y a des alliances qui se forment d'entreprises ou d'ailleurs d'institutions financières pour essayer de comparer les objectifs, pour essayer de voir quelles sont les meilleures pratiques. Voilà, c'est un métier qui force à avoir beaucoup d'humilité parce qu'en fait, on fait le mieux possible chaque jour, mais on sait très bien que demain, il faudra faire mieux parce qu'il y aura une nouvelle donnée disponible, une nouvelle pratique de marché qui aura émergé. Donc, est-ce que vous avez l'impression que hier, les bons élèves, c'était ceux qui mesuraient et que là, on va commencer à vraiment s'intéresser à ceux qui agissent au-delà de la mesure ? Alors oui, complètement. Et c'est une très bonne remarque. Je pense qu'on va s'intéresser à ceux qui agissent et à ceux qui se fixent. Donc c'est plus seulement une mesure de là où on en est ou de ce qu'on a fait par le passé. C'est se fixer des cibles et viser à améliorer en fait les mesures futures par l'action. Donc c'est compliqué de faire des scénarios, mais aujourd'hui on en est vraiment là. Il y a toujours une volonté de chiffrage, mais qui est moins tournée vers le passé, qui est plus tournée vers l'avenir. Et c'est un défi parce que l'entreprise, elle fait partie d'un écosystème et elle va dépendre du plan de transition.
des autres. de l'ensemble de l'économie. Donc c'est vraiment un besoin, on pourra en reparler éventuellement, mais voilà, elle s'inscrit dans un tout. C'est quelque chose que nous on remarque aussi chez Greenly, c'est qu'il y a quelques années, nos clients, ils voulaient reporter pour dire qu'ils l'avaient fait. Maintenant, ils veulent reporter pour réduire. Et donc c'est un peu à ça que ça faisait écho, ce que vous disiez. Et alors, qu'est-ce que vous voyez comme principale tendance et à votre avis, quelles vont être les évolutions qui vont arriver dans les années à venir ? Alors, j'aimerais bien avoir une boule de cristal sur les marchés financiers, ce serait très, très utile. Mais première évolution, on vient d'en parler. Donc, une mesure, mais plus seulement tournée vers le passé, une mesure tournée vers l'avenir. Je dirais ensuite, en termes de thèmes dont les clients parlent de plus en plus, c'est le thème de la transition. C'est cette prise de conscience qu'il n'y a pas un interrupteur qu'on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir appuyer pour devenir... green. Voilà, ce serait fantastique. Mais... et donc, c'est cette idée de se fixer une trajectoire... notamment une trajectoire de décarbonation la plus rapide possible, parce que l'urgence est là, mais ça reste quand même une trajectoire avec des étapes. Donc, c'est cette idée de quelle est la transition qui est suffisamment crédible, suffisamment rapide, et un reflet de ça, donc ça c'est le côté entreprise, dans les institutions financières, pour accompagner la transition. Les clients parlent de plus en plus du besoin d'avoir un impact dans le monde réel, parce que parfois, pour un investisseur, ça peut être assez facile de décarboner son propre portefeuille d'actifs en les revendant sans se préoccuper de qui les rachète. Et aujourd'hui, ça c'est vraiment devenu un sujet clé, c'est d'éviter de décarboner son portefeuille ou pour une banque son bilan, mais en fait sans avoir d'impact dans le monde réel. Et donc comment plutôt essayer d'influencer les clients, les entreprises dans lesquelles on investit, les encourager, leur apporter des benchmarks, etc. Donc pour accompagner la transition. Donc ça, je dirais que c'est un premier sujet clé, la transition. Et toujours dans les thématiques, le deuxième sujet que je citerai, c'est celui de la biodiversité, de la nature. Alors, on a beaucoup parlé de climat et on continue évidemment à beaucoup en parler, avec une métrique clé qui est la tonne de CO2 ou de CO2 équivalent. L'impression, je pense à tort, que c'est une métrique facile. Vous êtes bien placé pour savoir que même cette mesure-là, elle est déjà... J'ai jamais entendu dire que c'était une métrique facile. Complexe. Et ben, en fait, moi, les clients auxquels je parle et qui abordent le sujet plus large de la nature et de la biodiversité, ils ont quand même tendance, par comparaison, encore plus difficile, à dire sur le climat, c'était facile, on avait une métrique. Ouais. Je suis d'accord, c'est pas du tout. En fait, c'est pas si Après, facile. Quand on regarde les autres métriques S et G, il y en a qui sont quand même plus tangibles, plus faciles à regarder. C'est vrai. Ouais. Compter les femmes à son board, par exemple, je donne souvent ça comme exemple, c'est plus facile que mesurer son scope 3. C'est vrai, absolument. Mais je suis d'accord, la biodiversité, c'est compliqué. On pourrait dire aussi que est-ce que compter les femmes à son board, c'est une métrique suffisante et pertinente pour mesurer la diversité de l'entreprise? Je pense que non, et qu'en réalité, il faut aller bien plus loin. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des métriques quand même tangibles. Ce que je voulais dire, c'est vrai que quand je parle avec des clients, notamment investisseurs, sur les thématiques d'investissement dans le capital naturel ou de préservation de la biodiversité, souvent, voilà, un des sujets qui revient, c'est quelles sont les métriques essentielles sur ce sujet. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un domaine tellement vaste qu'il y a énormément de thématiques, mais voilà, si je devais en sortir deux principales comme ça aujourd'hui, transition et nature. Ok, super. Et alors sur la transition, quel est le rôle, selon vous, des institutions financières dans cette transition pour l'économie ? Alors, le premier rôle, c'est de rediriger les financements vers les projets ou les entreprises qui ont une contribution crédible à la transition. Avec, je l'ai dit, le défi de savoir qu'est-ce que c'est qu'une contribution crédible à la transition. Il n'y a pas une définition unique, mais voilà. Donc, le premier rôle, parce que d'une manière générale, pour moi, ce qui est passionnant, c'est qu'une institution financière, elle est au carrefour, en fait, entre les sources de financement
et les entreprises qui ont besoin de ces financements. Donc sur la transition, comme sur le reste, le rôle, c'est de bien jouer notre rôle de carrefour et d'aiguiller justement les investissements et les financements. Donc, je l'ai dit, en fait, dans ce rôle, il y a un rôle qui est lié à l'argent, mais ça va au-delà de l'argent. Il y a un rôle de dialogue avec les clients, entreprises et institutions financières, pour partager justement qu'est-ce que c'est qu'un plan de transition crédible, secteur par secteur. En fait, puisqu'on est à ce carrefour, on parle à un grand nombre d'entreprises. Et donc, on a ce rôle aussi de communiquer sur ce qu'on voit émerger comme meilleures pratiques. Donc, ça, c'est aussi, je pense, un rôle important. Et puis, sur la transition, en fait, je pense à un défi particulier qu'on doit contribuer à résoudre. Et c'est tout type d'institutions financières, des institutions financières publiques et privées. Et au sein des institutions financières privées, il y a les banques, mais il y a aussi les investisseurs, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, je pense le rôle des assureurs aussi, qui est très important. Dans leur, ils ont un rôle d'investisseur, mais dans leur rôle d'assureur aussi. C'est innover. Innover pour trouver des solutions d'investissement ou de financement de la transition qui vont avoir un niveau de retour par rapport au risque qui permet en fait d'attirer beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui vers ces thématiques. Je trouve que quand on dit, enfin c'est des chiffres qui sont assez connus maintenant, qu'on estime qu'il faut environ 5 trilliards, donc milliers de milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer la transition énergétique. Je pense que l'an dernier, on était au mieux à 3 trilliards. Ça dépend évidemment comment on compte. Mais donc là, il y a un plafond qu'il faut casser. Et je pense qu'avec les solutions qu'on avait, on est arrivé là. Maintenant, il faut innover. Il faut trouver d'autres solutions. Et vraiment, j'insiste sur les partenariats entre les institutions publiques et tout type d'institutions privées pour trouver des nouvelles solutions financières qui ont le bon impact sur la transition, mais aussi le bon niveau de risque et de retour sur investissement pour attirer en fait plus d'argent, plus d'investisseurs. Donc ça, c'est vraiment pour moi le rôle principal. Notre rôle, ouais, si on veut participer à cette transition. Et alors, en parlant d'innovation, quand vous étiez à la Société Générale, vous avez mené pas mal de projets de durabilité et d'innovation. Quels ont été les projets les plus transformateurs que vous avez menés ? C'est une très bonne question. Forcément, sur 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Comme ça, je pense à des moments un peu clés. Je pense à un produit qu'on avait créé qui était le fruit d'un partenariat entre les activités de marché et nos collègues qui faisaient des financements, qui était un produit d'investissement sur mesure pour lequel la banque s'engageait à financer ou à refinancer un montant équivalent de projets environnementaux, par exemple des transports en commun ou des énergies renouvelables, ou des projets plus sociaux. Alors on pourrait penser par exemple à la santé, avec une particularité aussi, c'était une grande exigence sur le fait que ces projets, il ne suffisait pas qu'ils aient un impact positif vers ou social, il fallait aussi éviter une externalité ou un impact négatif. Je parlais des transports en commun, un projet d'infrastructure, ça peut avoir aussi, pendant la construction, des impacts négatifs sur l'environnement, et donc il fallait absolument les gérer dans le projet pour que le projet soit éligible. Donc c'était des notes qu'on appelait des notes à impact positif. Et donc, encore une fois, ça faisait le lien. Je parlais de Carrefour tout à l'heure. C'est un bon exemple, en fait, entre des investisseurs qui plaçaient leur argent dans ces notes, ces produits d'investissement sur mesure, et ce que faisait la banque avec ses financements. Donc, comme j'aime bien les sujets de collaboration, je citerai ce projet-là. Peut-être un autre projet très différent, c'était sur un thème dont j'ai commencé à parler, la biodiversité, la création d'indices actions. Donc, vous savez, les indices, ça sert de référence pour la performance de produits d'investissement, comme des fonds, par exemple, qui sont assez connus. On avait fait un indice action lié à la thématique de biodiversité, et ça a été un projet très long pour trouver la bonne donnée, trouver la bonne
diversification sectorielle au sein du panier d'action pour avoir un produit qui avait un filtre biodiversité, mais aussi suffisamment de contrôle du risque pour les financiers, pour les investisseurs auxquels on s'adressait. Donc ça a été un projet très long et quand on a fini par réussir à le créer, c'est un produit qui a eu du succès. Ouais. Donc voilà, peut-être pour terminer, en fait, finalement, quand je repense à cette expérience, il y a les exemples de produits tangibles. Et puis, je dirais aussi la bascule, le moment où vraiment j'ai vu que l'ensemble des activités de marché et avec le sponsorship de la direction, en fait, s'emparait du sujet et disait, en fait, ce sujet d'investissement et de finances durables, c'est un sujet stratégique. Ça dépasse, les produits sont le moyen d'une fin plus large et plus stratégique. Et je dirais qu'il y a aussi ce moment-là qui m'a marqué. Ouais, ça c'est super et je voudrais y retourner. Mais d'abord, j'ai envie de parler de cet indice biodiversité. Il y a beaucoup d'indices ESG qui existent. Qu'est-ce que vous en pensez de ces indices ESG généraux ? Alors, comme il y en a des milliers, c'est difficile de dire ce que j'en pense d'une manière générale. En fait, ce que j'en pense, c'est qu'il faut absolument, quand on parle de ces produits, prendre le temps de regarder ce qu'il y a dedans, en fait. Ça paraît simple et en fait, prendre le temps, c'est pas quelque chose de simple aujourd'hui, mais pourtant, chaque produit est différent et je trouve que c'est crucial de regarder quels sont les différents critères, les différentes métriques qui sont utilisées, quel est le seuil aussi qui est appliqué. Oui, parce que parfois on va investir dans des trackers ou dans des paniers ESG en se disant c'est super, ça va financer la transition, alors qu'en fait il s'agit de critères ESG, par exemple de gouvernance, quelqu'un qui aurait plein de chartes et un super board avec toutes les institutions de contrôle n'a pas forcément un impact positif sur la planète. Ça peut être une entreprise très polluante, mais on aura un super score ESG dans ces trackers-là. Et c'est pour ça que je posais la question, c'est que quand on met tous les critères ensemble, en fait, ça n'a plus aucun sens. Et donc, cet indice spécialisé sur la biodiversité, c'est assez innovant, justement. J'en avais jamais entendu parler. Et justement, je suis contente que vous preniez le temps de poser cette question, parce que c'est vrai que il y a énormément d'indices. Et donc, mais pour simplifier un peu, on peut dire que dans l'investissement ESG, il peut y avoir une volonté de limiter un risque financier. Donc les entreprises dans lesquelles on investit, elles peuvent perdre de l'argent si elles gèrent mal leur impact sur l'environnement, la société ou leur gouvernance. Donc on peut parler de la matérialité financière des critères ESG qui sont parfois appelés critères extra-financiers, alors que pourtant... Et donc il y a une version qui est de regarder vraiment le risque et proposer un produit dont... par exemple, la société de gestion, si on parle d'un fonds, d'un tracker, considère qu'en intégrant ces critères, le produit va être financièrement moins risqué. Et de l'autre côté du spectre, on peut avoir un produit qui cherche plutôt un impact, donc soit un impact positif, soit à limiter un impact négatif. Et donc là, dans mon exemple d'indice biodiversité, en enlevant dans le panier les entreprises qui créent le plus d'impact négatif sur les écosystèmes, on est plutôt dans un exemple de ce second cas de figure et de ce qu'on appelle parfois la matérialité d'impact, par opposition au premier pilier dont je parlais, qui est la matérialité financière. Mais trop souvent, on ne prend pas le temps en fait, de distinguer ces deux aspects qui, bien sûr, et heureusement, ils sont un peu interconnectés, il n'y a pas des silos. Mais voilà, je trouve que c'est important de prendre le temps de dire ça. C'est important, c'est cette double matérialité. C'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup de personnes, mais en tout cas qui est devenu beaucoup plus visible avec la CSRD. Il y a quelques années, on parlait de ces deux matérialités, il fallait vraiment expliquer le concept. Là, je pense que, en tout cas, les personnes qui sont concernées par l'ESG et qui regardent ça de près, ils connaissent par cœur la CSRD. Donc, double matérialité, ça commence à être un peu un concept plus populaire. En Europe, c'est une très bonne remarque dans les tendances actuelles, la réglementation. C'est sûr que ça fait une révolution du marché. C'est important de le mentionner. Alors, avec tout un tas en plus de nouveaux acronymes dans un domaine qui n'avait pas besoin d'un acronyme de plus. Mais la CSRD, ça fait partie des réglementations phares. Et c'est pour quelqu'un qui fait mon job, c'est très intéressant d'observer cette évolution, l'impact que ça a sur les clients et aussi dans un rôle qui est global comme le mien, d'observer les approches
des deux côtés de l'Atlantique. Voir comment la c'est CSRD n'est fascinant. pas qu'un sujet européen. Alors déjà, c'est pas un sujet européen parce que même une entreprise qui est hors de l'Europe mais qui a des activités en Europe peut être concernée. Et je voulais même évoquer l'approche des régulateurs ou du politique en général, avec une approche qui peut être plus dans le contrôle, la réglementation, l'interdiction, le fait de pénaliser certaines activités, ou une approche qui peut être plutôt incitative, d'apporter par exemple des incitations fiscales, comme ça a été fait plus tôt aux États-Unis, dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. Donc ça, c'est assez fascinant d'observer les différences. Ouais, et on a des différences entre l'autre partie de l'Atlantique et l'Europe en termes de maturité. Absolument. Ouais. Mais je trouve que ça fait la richesse, enfin c'est ce que je disais, ça fait la complexité du job, ça fait la richesse aussi. Et encore une fois, je reviens au terme d'humilité. Il n'y a pas une seule approche qui est reconnue par tout le monde. Donc, il faut être très à l'écoute des besoins de chaque client. C'est une bataille qu'on gagnera ensemble. On est la même planète. Absolument. Absolument. Et alors, quelque chose sur lequel tous les investisseurs sont d'accord, c'est qu'ils veulent de la performance financière, ils veulent de l'argent. Comment on concilie cette performance financière et la performance durable et tous les enjeux ESG ? Alors, la première réponse, vous l'avez vous-même apportée tout au début, c'est qu'il faut savoir à quel horizon de temps on regarde cette performance. Il faut savoir aussi par rapport à quoi on juge la performance. Est-ce que c'est une performance absolue ou est-ce que c'est une performance par rapport à un benchmark ? Donc, si je suis un fonds d'investissement qui compare sa performance au marché européen, c'est pas du tout pareil que si on compare une performance par rapport au marché action dans le monde. Donc, toujours, est-ce que c'est une performance absolue ou est-ce que c'est une performance relative et dans quel horizon de temps ? Ensuite, je reviens à ce que on décrivait tout à l'heure comme la matérialité financière de l'ESG. Les sociétés de gestion ont montré depuis longtemps que leurs gérants savaient identifier certains critères, en fait, ESG, mais qui pouvaient avoir un impact pour réduire les risques financiers ou voire améliorer la performance financière. Donc ça a été une autre façon dont les sociétés de gestion et la recherche aussi ont montré qu'on pouvait réconcilier les deux. Et ensuite, et je termine par là, c'est le plus important, et ça reboucle avec le sujet du politique dont je parlais à l'instant. En fait, l'entreprise ou la finance, c'est pas un monde à part hors sol. Elle s'inscrit dans l'économie. Et en fait, le moyen le plus efficace de réconcilier la performance des entreprises qui font de la transition ou des banques et institutions financières qui financent cette transition, c'est que dans l'économie, par des incitations ou par des obligations, suivant les approches, on fasse en sorte que les entreprises qui polluent, en fait, qui ont un impact sur un bien commun, qui est l'environnement, et qui pouvaient le faire sans que ça leur soit facturé, je schématise un petit peu, ne puissent plus faire ça. Et là encore, c'est aux politiques élus de prendre cette décision. Vers quoi on souhaite faire évoluer notre économie et comment on fait pour que le cadre législatif et réglementaire mette ça concrètement, transforme ça en fait en impact financier. Et là, en fait, ça devient simple. Ouais, il y a le côté punitif de la loi de l'amende quelque part, mais il y a aussi le côté carotte de l'investissement. Absolument. Et là, je pense qu'il peut y avoir quelque chose. On a beaucoup d'entreprises aussi qui veulent avoir une trajectoire de réduction pour attirer des financements. Donc, en fait, c'est aussi là où le rôle oui, absolument. Et là, ça fait le lien avec les initiatives de transparence, comme le reporting demandé par la CSRD. Parce que donc, ça encourage les entreprises à reporter un certain nombre d'indicateurs. Alors après, il faut voir quel est le nombre juste, sans aller peut-être trop loin, mais un certain nombre d'indicateurs. Et comme ça, les investisseurs ont cette information, peuvent en tenir compte. L'information, ça crée un dialogue, ça crée de l'action. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas la mesure pour la mesure, c'est la mesure pour l'action. Et c'est absolument crucial, en fait, pour qu'il y ait un dialogue, et un dialogue sain et efficace. Ça commence par la transparence. Et là, la réglementation peut aider. Oui, c'est vrai.
Et alors, en parlant de cette mesure, comment vous mesurez l'impact des décisions d'investissement dans ce carrefour qu'est la finance durable qui redirige les investissements vers les meilleurs projets? Comment vous mesurez si vous avez bien fait votre travail? Déjà, moi, dans mon... ce que j'ai un peu expliqué, dans mon travail à moi, je n'investis pas de façon directe. En fait, moi, je m'adresse à des investisseurs. Ouais. Donc, la banque, bien sûr, fait des financements. Donc là, il y a besoin de mesurer les impacts de ces financements. Moi, dans mon métier, je m'adresse à des investisseurs et pareil, ils vont avoir besoin de mesurer. Donc, comment on fait ça, d'un côté comme de l'autre, hein. La première étape, c'est toujours, j'y reviens, c'est la donnée. C'est d'avoir d'accès à la donnée et, si possible, la donnée la plus homogène possible. Alors, sur des régions, par exemple en Europe, il y a une réglementation qui vise à créer une homogénéité de la donnée. On sait qu'aujourd'hui, dans différentes régions du monde, on n'en est pas exactement au même point. Donc ça, c'est le premier défi à relever, c'est collecter la donnée et essayer de chercher à avoir quelque chose d'homogène quand on a des financements pour la banque ou des investissements pour les clients investisseurs qui sont en fait dans beaucoup de régions du monde. Ensuite, à nouveau, je reviens à ce que je disais pour la performance financière, mais c'est vrai aussi pour la performance sur les sujets d'impact. C'est est-ce qu'on regarde une performance en valeur absolue ou est-ce qu'on regarde une performance relative ? Et si on fait une performance relative, quelle est la bonne base crédible de comparaison ? Comment on se compare à des pairs, mais des pairs qui sont plutôt les mieux disants que les moins disants, par exemple. Donc ça, c'est aussi très important. Une fois qu'on a la donnée, c'est d'avoir une base de comparaison. Et je dirais, la troisième chose qui est toujours aussi très importante, c'est que quand on fait ce type de mesure, il faut toujours chercher une vérification indépendante. Donc, si je prends un exemple concret, par exemple, le marché des obligations vertes, l'émetteur de l'obligation va faire des rapports annuels d'impact. Et la bonne pratique, c'est d'aller chercher un auditeur indépendant pour vérifier ça. Et c'est vrai dans les autres, je prends cet exemple pour avoir un exemple concret, mais c'est vrai dans les autres cas de figure. Oui, c'est vrai un peu tout le temps. L'auditeur indépendant, c'est pas créé avec le SG aussi, on l'a aussi en finance. C'est vrai, c'est très vrai. Mais en tout cas, c'est important de l'avoir sur les sujets de SG et d'impact. Super. Et est-ce que, selon vous, il y a un leadership de la finance durable qui est particulier ? Donc, vous voulez dire en tant que leader, par exemple, dans mon organisation ? C'est une très bonne question. Je me pose souvent beaucoup de questions, donc j'aime bien quand on m'en pose que je ne me suis pas encore posée. J'adore. Je pense que c'est un sujet d'innovation constante. Donc, on ne peut pas avoir un leadership par l'exemple de ce qui a été fait par le passé. Il faut un leadership qui encourage cette recherche de nouvelles idées, donc qui guide, qui aide. On peut avoir 10 idées par jour, et donc il faut assez rapidement faire le tri pour ne pas se disperser. Mais pour moi, c'est le leadership qui trouve ce juste équilibre entre encourager l'exploration et au bon moment, fermer certaines pistes, au moins de façon temporaire, pour ne pas se disperser. C'est aussi, j'y reviens toujours, désolée, je me répète, mais un leadership d'humilité, parce que c'est un leader qui n'a pas la réponse à tout à l'avance. Donc c'est un leader qui va apprendre par l'échange aussi avec ses équipes. Et puis, je dirais, le troisième facteur, probablement un leadership d'influence. En fait, le leadership, c'est beaucoup moins le leadership d'une petite équipe dédiée au sujet de finances durables. Le succès, c'est le jour où tout le monde embarque. Je crois que c'était le mot que vous employez à juste titre. Et donc, c'est un leadership d'influence pour, en fait, aller parler à un grand nombre d'équipes, leur donner envie, leur montrer l'intérêt économique et d'impact, en fait, d'intégrer dans leurs activités les dimensions ESG, ou la transition, qui est, je disais, une thématique importante. Et donc ça, on ne peut pas s'appuyer sur les leviers hiérarchiques, en fait, pour faire ça. Et donc, il faut aller au-delà et casser les silos. Exactement.
Donc, si on doit résumer le leadership de la finance durable, c'est la capacité d'exploration, mais en même temps de savoir se focus sur les bonnes choses, être humble, savoir qu'il faut échanger avec les experts parce qu'il s'agit de sujets très variés, et enfin communiquer, embarquer les autres et enfoncer des portes pour se faire entendre et pour faire passer ses objectifs. Exactement. Super. Alors pour terminer, j'ai envie de vous poser quelques petites questions courtes, un peu plus légères et personnelles qu'on aime bien poser en fin de podcast, mais toujours en lien avec votre engagement. Est-ce qu'il y a un film ou un documentaire qui vous a particulièrement inspiré ? Alors, en lien avec mon engagement, il n'y a pas quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite, pardon. Je la zapper. J'écoute beaucoup de podcasts, en fait, donc c'est plus que les documentaires. Tu peux dire ça, je pose la question sur les podcasts. Ouais, par exemple, moi, j'aime beaucoup les podcasts de la Harvard Business School ou ceux que fait Bloomberg New Energy Finance, sans vouloir faire de publicité, mais c'est vrai que je les écoute beaucoup et c'est de très grande, je trouve, qualité. Dans les films, moi, j'ai un film qui m'a quand même beaucoup marqué récemment, mais qui est plus sur un autre type de sujet, c'est Tatami, qui parle de ces athlètes, c'est des judokas qui sont originaires d'Iran et de leur combat. Donc, ça vient de sortir, là, c'est tout récent. Ça vient de sortir, et ça m'a beaucoup marqué. Ok, j'hésite à aller le voir, justement. Donc, j'irai peut-être. Demain, je change de vie. Si vous deviez changer de vie, qu'est-ce que vous feriez ? Alors, je pense que peut-être je reviendrai à quelque chose auquel j'avais pensé quand j'étais petite fille, mais au contact avec les animaux et plutôt les animaux sauvages. Donc, je m'étais dit, c'était en voyant un documentaire d'ailleurs sur des gens qui suivaient les ours polaires dans le Grand Nord et voilà, leur migration, leurs évolutions. Probablement un métier comme celui-là, mais en fait, je crois que c'est un métier où je ne serais pas dans un bureau, en fait, où je serais en contact direct avec la nature et peut-être les animaux, voilà, où je me baladerais dehors. C'est plus au goût du jour que les petits enfants qui rêvaient d'être astronautes. Probablement, c'est vrai que oui, en tout cas, c'est pas à ça que j'avais rêvé. Et si vous aviez une machine à voyager dans le temps et que vous pouviez retourner dans le passé, changer un événement pour que notre planète aille mieux aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Alors, c'est difficile, je pense, il n'y a pas un événement majeur, un certain nombre d'événements, mais on peut la passer, hein, sinon. C'est un peu difficile, ouais, je sais pas, je réfléchissais. La prochaine, c'est en un mot. Alors, ouais. Si demain en un mot. Et je peux la reposer après, une fois que vous avez le mot. Demain en un mot. J'ai failli dire aujourd'hui, parce qu'en fait, sur mes sujets, j'ai envie de dire aux gens que demain, c'est aujourd'hui et qu'on ne peut pas se dire qu'on peut attendre demain pour agir. Je la repose, comme ça, on peut le faire en tac au tac. Alors, prochaine question. Demain en un mot. En fait, je dirais aujourd'hui. Pourquoi je dirais aujourd'hui ? Parce que j'ai envie de dire à tout le monde qu'on ne peut pas attendre demain pour agir, en fait, qu'il faut agir aujourd'hui. Elle est très belle, cette réponse. Est-ce qu'il y a une citation qui vous a inspiré, que vous avez envie de nous communiquer ? Alors, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, je pense que c'est le but de l'exercice, et j'avoue, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On me l'a déjà dit, celle-là. Ah. Mais on me l'avait dit différemment, on m'a dit, elles ne savaient pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait. D'accord. Alors moi, j'avais mis un « il » avec un « s ». Oui. Et alors, si vous étiez présidente, qu'est-ce que ce serait votre bataille principale ? Forcément, ce serait de construire un plan de transition pour le pays dans un horizon de temps compatible avec les engagements qu'on a pris dans un accord qui a été fait chez nous, à Paris. Ouais. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Vous êtes Head of Sustainable Finance des départements Markets et Barclays Europe chez Barclays. Et merci pour votre temps. C'était un super échange sur la finance durable. Merci à vous de votre invitation. Et merci à vous. Je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode de Leaf Media.